Je suis rentré 3 jours plus tôt et j'ai trouvé un mariage dans mon jardin. Ma fiancée était la mariée. Je n'étais pas le marié. Jusqu'à cet instant, je croyais que Camille et moi planifions toujours notre propre mariage pour le mois d'octobre. 3 jours plus tôt, elle m'avait embrassé pour me dire au revoir. Elle m'avait demandé de lui envoyer un message quand j'arriverais à Lyon. Avant que je ne prenne la route, elle m'avait demandé une dernière fois si j'étais sûr de ne pas rentrer avant dimanche soir. J'avais répondu par l'affirmative. Puis, je suis rentré chez moi le jeudi et j'ai vu des chaises blanches sous les érables, des fleurs autour de la tonnelle en cèdre, et des inconnus buvant du champagne à côté de la maison dont j'étais propriétaire. Je m'appelle Julien Beaumont. J'avais 46 ans et je restaurais des demeures historiques à travers la Normandie et la Bretagne. La maison bourgeoise du chemin des Saules était mon projet le plus personnel. Je l'avais achetée 6 ans auparavant et reconstruite de mes propres mains. Dans le jardin, j'avais construit une tonnelle en cèdre. Camille m'avait dit un jour que cela ressemblait à un endroit où l'on devrait se faire des promesses. 4 mois plus tard, je l'y avais demandé en mariage. Camille avait 41 ans et travaillait comme directrice événementielle dans un hôtel à Rouen. Elle savait comment donner l'impression qu'un événement s'organisait sans le moindre effort. Elle avait emménagé dans ma maison 18 mois avant ce fameux jeudi. Nous étions fiancés depuis 14 mois. Notre mariage était prévu pour octobre. Dans les semaines précédant mon voyage, Camille s'était intéressée de façon inhabituelle à mon emploi du temps. Elle voulait savoir exactement quand je partirais et quand je reviendrais. Chaque question semblait normale en soi, mais mises bout à bout, elles exerçaient une légère pression dans mon esprit. 2 soirs avant mon départ, j'ai trouvé 6 boîtes de bougies sans flamme dans le garage. Camille m'a dit qu'il s'agissait de restes d'un événement annulé à l'hôtel. Elle m'a expliqué qu'une équipe de livraison viendrait les récupérer pendant mon absence. Sa réponse est venue rapidement, mais elle était logique. Je lui faisais confiance. La confiance peut donner à une réponse bien rodée l'apparence d'une preuve. Une inspection de théâtre de 4 jours m'emmenait à Lyon. Camille m'a encouragé à y rester jusqu'à la fin du week-end. Elle disait que je travaillais trop et que je méritais une nuit tranquille dans un bon hôtel. Ensuite, elle a vérifié la date sur son téléphone. Le matin de mon départ, elle se tenait à côté de mon camion dans un pull crème. Elle m'a embrassé et m'a dit de conduire prudemment. Au moment où j'attrapais la portière, elle m'a demandé si j'étais sûr de ne pas rentrer avant dimanche soir. J'ai scruté son visage. Elle a ri et a dit qu'elle avait besoin de temps pour préparer une surprise. J'ai souri parce que je pensais comprendre. Je lui ai dit que je serais probablement de retour à la nuit tombée. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu rester au bout de l'allée jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue. Je ne savais pas qu'elle comptait sur mon absence. Je ne savais pas que les bougies dans notre garage étaient destinées à son mariage avec un autre homme. Par-dessus tout, je ne savais pas que Camille avait déjà créé une version de ma vie dans laquelle je l'avais abandonnée, je lui avais cédé ma maison et j'avais disparu. 3 jours plus tard, je suis rentré avant qu'elle ne puisse rendre ce mensonge permanent. L'inspection du théâtre s'est terminée avant midi le jeudi. Un tuyau d'extincteur automatique s'était rompu au-dessus de la scène pendant la nuit. L'eau avait inondé le système électrique et aucun ingénieur ne pouvait y entrer avant lundi. Le chef de chantier s'est excusé et m'a donné un emploi du temps révisé. J'aurais pu rester à Lyon. Ma chambre était payée et Camille s'attendait à ce que je reste jusqu'à dimanche. Au lieu de cela, j'ai remballé mes outils et j'ai pris la route du retour. Je ne l'ai pas appelé. Je voulais lui faire une surprise. Lors d'un arrêt à la station-service, j'ai lu un message de Camille me demandant comment se passait l'inspection. J'ai failli lui dire que le chantier était fermé. Puis, je me suis souvenu de la surprise qu'elle avait mentionnée. J'ai écrit que l'affaire du théâtre était compliquée et que je lui expliquerais en rentrant. Elle a répondu aussitôt de ne pas travailler trop tard. Sur le chemin de Rouen, j'ai acheté son vin rouge préféré et un bouquet de tulipes jaunes. Lorsque je suis arrivé au chemin des Saules, le soleil était bas. Des voitures bordaient les 2 côtés de la rue. Une navette blanche bloquait une partie de mon allée. Au début, j'ai cru que Camille organisait un événement pour l'hôtel. Puis, j'ai vu un panneau en bois près du portail. Il portait 2 prénoms en lettres d'or, Camille et Benoît. De la musique flottait depuis le jardin. J'ai laissé mon camion plus bas dans la rue et je me suis approché en passant le portail. J'ai vu une rangée de chaises ivoires et des serveurs portant du champagne. Les bougies sans flamme de mon garage bordaient l'allée en pierre. Ma tonnelle en cèdre était couverte de roses blanches.
Une cérémonie était déjà en cours. Je suis resté derrière les érables et j'ai regardé à travers les invités. Camille se tenait sous la tonnelle en robe de mariée. C'était la robe que nous avions choisie pour notre cérémonie d'octobre. Face à elle se tenait un homme aux cheveux argentés dans un costume bleu foncé. Il lui tenait les deux mains. Je ne l'avais jamais rencontré, mais il semblait parfaitement à son aise. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mon oui s'est brouillé, ma poitrine s'est serrée, et les fleurs ont glissé dans ma main. J'ai posé le vin et les tulipes derrière le portail avant que quiconque ne les remarque. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé pendant 11 secondes. J'ai capturé Camille, l'homme à ses côtés, les invités, et ma maison en arrière-plan. Je ne savais pas de quoi j'aurais besoin plus tard. Je savais seulement que l'on pouvait remettre en question un souvenir, mais qu'une vidéo était plus difficile à ignorer. L'officiant parlait de la vie que Camille et Benoît prétendaient avoir construite ensemble. Une photographie encadrée à côté de la tonnelle les montrait sur un voilier l'été précédent. J'avais passé cette semaine-là à inspecter un palais de justice à Caen. Une femme dans la dernière rangée m'a remarqué. Elle a chuchoté à l'homme à côté d'elle. D'autres invités ont commencé à se retourner. Camille a suivi leur regard et m'a vu. Pendant une seconde, son visage s'est figé, vide de toute expression. L'homme à côté d'elle a regardé dans ma direction et s'est raidi. Il m'a reconnu. Cela m'a indiqué qu'il connaissait mon existence. L'officiant s'est interrompu et a demandé à Camille si tout allait bien. Elle s'est forcée à sourire et lui a dit de continuer. Ce choix m'a blessé plus profondément encore que la robe. Camille savait que je l'avais vue. Elle voulait tout de même aller jusqu'au bout. J'aurais pu marcher dans l'allée centrale. J'aurais pu crier son prénom et offrir à tout le monde la scène de colère à laquelle elle s'attendait peut-être. Au lieu de cela, j'ai reculé davantage derrière les arbres. Si je perdais le contrôle, Camille pourrait me présenter comme un ex-fiancé jaloux qui refusait de tourner la page. J'avais besoin de faits avant de lui offrir un public. Lorsque l'officiant a demandé les alliances, Camille a levé sa main gauche. Ma bague de fiançailles était toujours sur sa main droite. Elle l'avait déplacée, pas retirée. L'homme a glissé un anneau en or à son doigt. Puis quelqu'un a parlé doucement à côté de moi. Julien ? C'était mon voisin, Martin Collin. Il a baissé l'appareil photo qui pendait à son cou. Je croyais que tu étais au courant, a-t-il dit. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Martin m'a expliqué que Camille avait raconté que nos fiançailles avaient pris fin le 22 décembre. Elle prétendait que j'avais déménagé après Noël et que j'avais cessé de lui parler. Pourtant, le 9 janvier, Camille et moi avions payé la compte pour notre réception d'octobre. 6 jours plus tôt, elle m'avait envoyé de nouveaux modèles de faire-part. Le matin de mon départ, elle m'avait embrassé pour me dire au revoir. Martin a regardé vers la maison. Il y a autre chose, a-t-il ajouté. Il se retrouve ici depuis des mois. Chaque fois que tu voyages. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Le visage de Benoît est apparu dans les archives. Le premier enregistrement de Benoît datait du 3 mars. Il était entré chez moi à 19h12 ce soir-là avec du vin et une housse à vêtements. Camille lui avait ouvert la porte avant même qu'il ne frappe. Elle l'avait embrassé et l'avait tiré à l'intérieur. J'étais en train d'inspecter le plafond endommagé d'un palais de justice. Camille m'avait envoyé une photo de sa soupe et m'avait dit qu'elle allait se coucher tôt. J'ai vérifié l'enregistrement suivant, puis un autre. Benoît était apparu 11 fois entre mars et juin. Certaines visites s'étaient terminées après minuit. Chacune correspondait à un voyage dont je me souvenais. Mon travail leur avait fourni un emploi du temps. Derrière nous, la musique de la réception a repris. Des gens riaient près du porche. Je regardais Benoît entrer chez moi encore et encore, pendant que des inconnus le célébraient dans mon jardin. Pendant un instant, l'écran s'est brouillé. J'ai réalisé que je serrais le téléphone trop fort et j'ai forcé ma main à se détendre. J'ai ouvert un extrait du début du mois de mai. Benoît passait le portail latéral avec un dossier. La fenêtre de la cuisine était ouverte et le microphone extérieur avait capté une partie de leur conversation. Une fois qu'il aura accepté de vendre, disait Benoît. La réponse de Camille était trop faible pour être entendue. Puis il a ajouté, « Tu m'avais dit qu'il faisait tout ce que tu lui demandais. » J'ai repassé la phrase. Martin m'a demandé si Camille avait déjà mentionné la vente de la maison. Ce n'était pas le cas.
Je n'avais aucun problème de prêt immobilier et aucune intention de partir. Un jeune serveur s'est approché avec un plateau de verre vide. Il m'a reconnu et s'est excusé. Je lui ai demandé qui avait engagé son entreprise. La commande était au nom de Camille Beaumont et Benoît Hérault. L'événement était décrit comme un mariage privé et un lancement de propriété. Ces deux derniers mots changeaient l'ampleur de ce que je voyais. Ce n'était pas seulement une liaison. Ils avaient l'intention de gagner de l'argent avec ma maison. À travers les fenêtres, les invités admiraient ma cuisine et mon escalier restauré. Quelques présentoirs portaient un nouveau nom en lettres d'or, le Manoir des Saules, rassemblement privé et événement de prestige. Près de la table des boissons, une femme disait à un autre invité que Camille avait été courageuse après mon départ. Elle expliquait que Benoît avait sauvé la propriété de la saisie immobilière. Il n'y avait aucune saisie. Camille avait inventé une histoire qui faisait d'elle la femme abandonnée, de Benoît le sauveur, et de moi l'homme qui se dressait sur leur chemin. J'ai fouillé à nouveau dans les archives. Un clip plus récent montrait des ouvriers en train de mesurer la pelouse. Benoît se tenait sous la tonnelle avec Camille. « Et s'il rentre plus tôt ?» a-t-il demandé. Elle a ri. « Il ne le fait jamais. » Et après la cérémonie ? Après la cérémonie, il devra lâcher prise. Benoît savait que j'y vivais encore. Il savait que la propriété n'avait pas été transférée. Il semblait seulement croire que j'avais accepté de la céder plus tard. Avant que je ne puisse chercher plus loin, la tante de Camille, Hélène Mercier, est apparue à nos côtés. Elle tenait une coupe de champagne à deux mains. « Tu n'étais pas censé être là », a-t-elle dit. Je lui ai répondu que je l'avais bien compris. Hélène m'a dit que Camille avait annoncé à la famille que nos fiançailles avaient pris fin en décembre. Elle avait aidé pour les fleurs et la liste des invités, mais elle ne savait rien d'un lancement de propriété. Je lui ai demandé si Camille lui avait dit qu'elle possédait la maison. Hélène a hésité. Sur le porche, Camille s'est mise à scruter le jardin. Elle a vu Hélène à mes côtés et son sourire a disparu. Tandis que Camille traversait la pelouse, j'ai repensé au dossier gris dans mon coffre-fort. Il contenait l'acte de propriété notarié et les documents immobiliers que Sophie m'avait aidé à organiser. Je ne savais pas encore qu'un autre document avait été dissimulé derrière eux. Je savais seulement que si Camille prévoyait de transformer ma maison en entreprise, la vérité finirait inévitablement par ramener à ce dossier. Mes mains étaient encore froides, mais j'avais pris une décision. Je ne me disputerai pas sur les sentiments. Je m'en tiendrai aux preuves et je laisserai Camille s'expliquer sur chaque point. Camille s'est arrêtée près de l'atelier et m'a demandé de me parler en privé. J'ai balayé la réception du regard. « Tu as déjà choisi un public. » Je lui ai montré la commande du traiteur mentionnant un mariage et un lancement de propriété. Camille a qualifié l'entreprise de simple idée. J'ai pointé du doigt les panneaux à l'intérieur de ma maison. Elle a répondu que j'en aurais entendu parler le moment venu. Puis elle m'a accusé d'être émotionnellement absent et de me soucier davantage de la maison que de notre avenir. Je lui ai rappelé que nous avions payé la compte de notre mariage d'octobre le 9 janvier. Elle avait envoyé des modèles de faire-part le 14 mai et de nouveau 6 jours plus tôt. Camille a affirmé qu'elle avait poursuivi ses préparatifs parce qu'elle craignait ma réaction. C'était une réponse prudente. Les invités croyaient déjà que j'étais un homme incapable d'accepter le rejet. Si je me mettais en colère, je l'aiderais à le prouver. Je lui ai montré l'enregistrement du 3 mars et des visites ultérieures. Son assurance a vacillé. Elle m'a accusé de l'espionner. J'ai lancé l'extrait dans lequel elle disait que je ne rentrais jamais en avance. Hélène a posé sa coupe car sa main tremblait. Elle a dit à Camille, « Tu m'avais dit que Julien avait accepté de te céder la maison. » Camille a prétendu qu'ils en avaient seulement discuté. Hélène l'a corrigé. Camille avait dit à la famille que nos fiançailles s'étaient terminées le 22 décembre et que je retardais un transfert de propriété convenu entre nous. Hélène croyait aider pour un mariage familial, pas préparer une entreprise autour de ma propriété. Je suis entré dans l'atelier et j'ai allumé la tablette utilisée pour les comptes de la maison. Camille m'a suivi. Un dossier nommé Développement MDS avait été ajouté à notre boîte mail commune. À l'intérieur se trouvait un plan pour transformer ma maison en lieu d'événement. Les projections supposaient que Camille recevrait la propriété de son ancien fiancé. Un calendrier très serré plaçait le mariage de juin en premier, et mon déménagement avant septembre. Camille a qualifié ce document de préliminaire. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un planifiait mon déménagement. Elle n'a eu aucune réponse. Puis j'ai trouvé l'email du 6 juin.
Camille avait écrit au consultant de Lyon qui m'avait recommandé pour l'inspection du théâtre. Elle le remerciait d'avoir organisé des dates qui m'éloigneraient jusqu'au dimanche. La panne de l'extincteur automatique m'avait fait rentrer plus tôt par accident. Le voyage en lui-même n'était pas un accident. Jusqu'à cet instant, je pensais que Camille avait profité d'une opportunité. À présent, je savais qu'elle l'avait créée de toutes pièces. La différence était dure à encaisser. Une liaison pouvait naître de la faiblesse et du secret. Ceci exigeait de la planification. Elle avait vérifié mon itinéraire, sécurisé la date de mon retour, et organisé la cérémonie autour de mon absence. La femme qui m'avait embrassé près de mon camion avait déjà articulé sa journée autour de la certitude que je ne rentrerais pas. Mon estomac s'est noué. Je me suis accroché au bord de la table en écoutant les applaudissements à l'extérieur. Quelqu'un appelait les jeunes mariés pour couper le gâteau. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue de la robe destinée à notre mariage d'octobre. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait éloigné. Elle n'a rien répondu. Sous le message de Lyon se trouvait un autre email. L'objet indiquait, après la cérémonie, on s'occupe de Julien. Hélène m'a dit de l'ouvrir. Camille s'est avancée vers la tablette. Pas brusquement, mais assez vite. Elle n'avait pas réagi de cette façon aux vidéos de surveillance ou à la proposition commerciale. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cet email, cela l'effrayait bien davantage. J'ai laissé l'objet affiché à l'écran un moment. Puis je l'ai ouvert. Le message indiquait que Camille prévoyait d'utiliser Hélène pour occuper les invités, pendant que l'avocate de Benoît discuterait d'une session en bonne et due forme avec moi. Si je refusais, Camille affirmerait que j'étais devenu instable après notre rupture et que mon retour posait un problème de sécurité. Hélène l'a lu 2 fois. Elle avait accepté d'aider avec les invités. Elle n'avait jamais su que Camille comptait se servir d'elle pour les éloigner de moi. J'ai compris le piège. Camille s'attendait à ce que je rentre après la conclusion du mariage et que je sois confronté à la sécurité, à une avocate, et à 80 témoins qui croyaient déjà que je l'avais abandonné. Il lui suffisait d'une seule réaction de colère pour rendre son histoire crédible. J'ai envoyé 4 mots à Sophie, apporte le dossier gris. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Elle m'avait aidé à organiser les documents immobiliers et comprendrait ce que je voulais dire. Camille a regardé le message partir de mon téléphone. Pour la première fois, elle a paru moins en colère qu'effrayée. Lorsque Camille et moi sommes retournés sur la pelouse, Benoît attendait avec 2 agents de sécurité privés. Il a dit que nous devions gérer la situation calmement. Camille lui a affirmé que je refusais de partir. Benoît a qualifié la maison de domicile de Camille. Je lui ai répondu qu'elle y vivait, mais qu'elle n'en était pas la propriétaire. Un vigile s'est approché et a déclaré qu'on lui avait demandé de m'escorter hors de la propriété. J'ai gardé les mains bien en vue. Plusieurs invités avaient levé leur téléphone. Camille se tenait en robe de mariée à côté du marié. Je me tenais en veste de travail près du portail. L'image jouait en sa faveur avant même que quiconque n'ait entendu le moindre fait. J'ai demandé au vigile s'il avait vu une preuve de propriété. Il m'a répondu qu'ils avaient été embauchés pour protéger un événement privé. Je lui ai signalé que l'événement se tenait sur mon terrain. Le deuxième vigile a consulté son supérieur. Camille a dit aux invités les plus proches que je ne supportais pas qu'elle ait refait sa vie. Quelqu'un a chuchoté que j'avais l'air dangereux. J'ai senti la chaleur me monter au visage, mais je ne me suis pas avancé vers elle. Un seul pas sous le coup de la colère suffirait à valider l'histoire qu'elle avait préparée. Benoît a demandé aux vigiles de me faire sortir. Je leur ai dit d'appeler la gendarmerie s'ils pensaient que je m'introduisais illégalement. Le premier vigile s'est figé. Un agent de sécurité professionnelle savait qu'il ne pouvait pas régler un litige immobilier sur la simple instruction d'une mariée. Camille m'a accusé de me cacher derrière des détails techniques. J'ai regardé les chaises, les fleurs, et les inconnus qui me filmaient. Les détails empêchent un mensonge de devenir un fait. Benoît a affirmé que notre relation était terminée. Je lui ai demandé quand Camille le lui avait dit. Il a répondu en janvier. J'ai demandé quel jour exactement. Il a regardé Camille. J'ai mentionné les modèles de faire-part du 14 mai. Plusieurs invités ont commencé à écouter plus attentivement. Camille a soutenu qu'il s'agissait de vieux projets qu'elle avait eu peur d'annuler. C'était la même accusation sous une forme plus adoucie. Elle voulait que la foule voie sa peur et mon obstination. L'officiant Paul-Henri a quitté la tonnelle et nous a rejoints.
Il avait la soixantaine entamée et venait de célébrer la cérémonie. Camille lui a expliqué que j'étais un ex-partenaire qui refusait de lâcher prise. Il a demandé si nous avions été fiancés. J'ai répondu que 3 jours plus tôt, elle m'avait embrassé pour me dire au revoir et que je croyais que nous l'étions toujours. Les conversations aux alentours se sont tues. Camille m'a traité de déséquilibré. J'ai montré la clé de ma maison, mais Benoît a eu raison de souligner qu'une clé ne prouvait pas la propriété. J'ai acquiescé. L'acte de vente, si. Une femme en robe bleu marine s'est frayé un chemin parmi les invités et s'est présentée comme l'avocate de Benoît. Elle a expliqué qu'elle représentait Benoît et le financement proposé pour le manoir des Saules. Elle ne représentait pas Camille et n'avait aucune autorité pour décider qui pouvait vivre dans ma maison. Néanmoins, on lui avait dit que Camille était la résidente légale et la future propriétaire. Elle m'a demandé de partir pendant que l'affaire serait examinée. J'ai demandé qui lui avait fourni cette information. Camille a pointé du doigt le portail et a exigé une fois de plus que la sécurité me fasse sortir. Paul-Henri a demandé à tout le monde d'arrêter. Il a déclaré qu'il ne remplirait aucun document lié à la cérémonie tant que les identités, le consentement et les réclamations de propriété ne seraient pas clarifiés. Martin s'est avancé avec un étui à carte mémoire. Il avait copié les images de la sonnette, du portail latéral et de la caméra de rue avec les horodatages originaux. Il n'a pas émis d'avis juridique. Il a simplement dit que Camille avait raconté au voisinage que je l'avais abandonné, et que les enregistrements montraient que je vivais et travaillais toujours depuis la propriété. Les invités ont commencé à parler tous en même temps. Camille s'est penchée vers moi et a murmuré que je regretterais de l'avoir humiliée. Je lui ai répondu que je regrettais déjà de lui avoir fait confiance. Puis Sophie a appelé. Elle était à 5 minutes de là avec le dossier gris. Elle m'a également prévenu que le dossier de prêt contenait quelque chose que je devais voir. Camille en a entendu assez pour devenir mal à l'aise. L'avocate de Benoît a demandé quel dossier Sophie apportait. Camille a répondu avant que je ne le puisse, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'avocate l'a jaugé du regard. Benoît aussi. Pour la première fois, il semblait moins sûr de la femme à ses côtés que de l'homme contre lequel elle l'avait mis en garde. La pression avait changé de camp, mais je n'étais pas encore tiré d'affaire. Camille avait toujours derrière elle une foule qui ne connaissait que son histoire, un document portant ce qui ressemblait à ma signature, et une équipe de sécurité arrivée en croyant que j'étais la menace. En attendant Sophie, j'ai noté les dates au dos d'un programme de mariage. Le 22 décembre était la date à laquelle Camille prétendait que nos fiançailles avaient pris fin. Le 9 janvier, nous avions versé l'acompte pour notre mariage d'octobre. Le 3 mars marquait la première visite enregistrée de Benoît. Le 14 mai, Camille avait envoyé les modèles de faire-part. Le 6 juin, elle avait confirmé le planning de Lyon. Le mariage dans mon jardin venait après tout cela, et des mois avant notre cérémonie d'octobre. Paul-Henri a lu les dates sans formuler d'opinion. Benoît a demandé à Camille si j'avais signé un transfert de propriété. Elle a répondu que nous en avions discuté. Il a posé la question à nouveau. Camille lui a dit que ce n'était pas le lieu pour ça. Je lui ai rappelé qu'elle avait elle-même choisi le lieu. Sophie est arrivée en tenue d'hôpital avec le porte-document gris. Elle m'avait aidé à organiser les registres de propriété plus tôt cette année-là. Elle avait copié un mystérieux dossier, MDS, qu'elle avait trouvé derrière mon dossier d'assurance. Avant de prendre le volant, elle avait vérifié l'agrément du notaire sur le registre public de l'État. Sophie a ouvert l'étui et m'a tendu une déclaration sous serment. La signature ressemblait à la mienne. Le document stipulait que j'avais l'intention de céder le chemin des Saules à Camille après la fin de nos fiançailles, dans le cadre d'un accord prévu. Nous n'avions aucun accord. Nous n'avions aucune convention de cession. Pourtant, la signature était suffisamment ressemblante pour rendre mon démenti peu convaincant. L'avocate de Benoît a examiné la page. Elle a déclaré qu'elle correspondait à la déclaration incluse dans le dossier de financement. Un silence s'est abattu sur les tables les plus proches. Le regard de Benoît est passé de la signature à moi. Plusieurs invités ont fait de même. 1 minute plus tôt, ils avaient entendu mes dates et vu les emails de Camille. À présent, ils regardaient une page notariée qui semblait corroborer son histoire. Camille a vu la faille. Il l'a signée, a-t-elle affirmé. Maintenant, il essaie de me punir parce que j'ai refait ma vie. Benoît m'a demandé si la signature était la mienne. Non. Ma réponse a été immédiate,
mais le papier demeurait entre nous. L'avocate a précisé qu'une contestation de signature ne pouvait pas se régler dans un jardin. Elle avait raison. Les vigiles ne s'avançaient plus vers moi, mais ils ne reculaient pas non plus. Un invité a chuchoté que j'avais peut-être changé d'avis. Un autre a fait remarquer que le document avait l'air officiel. L'histoire de Camille avait trouvé un appui suffisamment solide. Le changement dans la foule a été immédiat. Les gens qui avaient commencé à fuir son regard m'observaient à présent. Un des proches de Benoît s'est approché de la table. Une demoiselle d'honneur s'est couvert la bouche et a fixé la signature. Martin n'a rien dit. Sophie a gardé le dossier gris fermé. Tous deux comprenaient que toute tentative de me secourir trop rapidement paraîtrait répétée à l'avance. Pour la première fois depuis mon entrée dans le jardin, j'ai senti la vérité m'échapper. Elle s'est rapprochée de Benoît. Je t'avais dit qu'il nierait tout le moment venu. Ma poitrine s'est serrée. La réaction la plus simple aurait été d'arracher la déclaration et d'exiger que tout le monde me croie. C'était exactement la réaction dont Camille avait besoin. J'ai gardé les mains le long du corps. J'ai étudié la page à nouveau. Le sceau du notaire était net. La formulation paraissait formelle. Mon nom siégeait au bas de la page dans une forme que je reconnaissais, mais que je n'avais jamais tracée. Pendant plusieurs secondes, même l'avocate de Benoît l'a traité comme le document le plus solide sur la table. Sophie a effleuré la deuxième page à l'intérieur du dossier, mais ne l'a pas encore retirée. J'ai compris pourquoi. Si nous nous précipitions, la foule ne verrait qu'un frère et une sœur sortant des papiers pour se protéger mutuellement. La fausse déclaration devait être examinée avant que le véritable titre de propriété n'apparaisse. Benoît a demandé pourquoi j'aurais signé un tel document si je n'avais jamais eu l'intention de céder la propriété. Je lui ai répété que je ne l'avais pas signé. Il m'a demandé si Camille avait déjà vu ma signature sur des contrats. Bien sûr que oui. Nous partagions des formulaires d'assurance, des accords de prestataires et les papiers du mariage. Elle avait des années d'exemples à copier. L'explication était logique, mais elle ne restait qu'une explication. Camille avait une page notariée. Je n'avais que ma parole. Camille a parcouru le jardin du regard et a semblé retrouver une partie de son assurance. La mariée, les invités, l'avocate et la signature à l'aspect officiel jouaient à nouveau en sa faveur. Puis Sophie a pris la parole. Avant que quiconque n'accepte ce sceau, il y a quelque chose que maître devrait vérifier. Elle a tendu le résultat du registre qu'elle avait imprimé à l'hôpital. L'avocate l'a pris, mais n'a pas lu sa conclusion à voix haute. Pas tout de suite. Tout le monde a patienté pendant que ses yeux balayaient la page. L'avocate de Benoît a comparé le résultat du registre avec le sceau de la déclaration. Le nom correspondait. Le numéro d'agrément correspondait. La date d'expiration, en revanche, ne correspondait pas. L'autorité du notaire avait pris fin l'année précédente, des mois avant la signature supposée de la déclaration. L'avocate a revérifié sur son téléphone. L'attente a duré moins d'1 minute, mais pour tout le monde, elle a paru bien plus longue. Benoît ne cessait de frotter son pouce sur son alliance. Camille guettait le visage de l'avocate à la recherche d'un signe qu'elle pourrait exploiter. J'ai entendu une chaise grincer derrière moi, et le doux bourdonnement de la fontaine près du patio. Tout autre bruit semblait avoir déserté le jardin. Puis l'avocate a regardé Camille. Cette vérification n'était pas dans le dossier du prêteur. Sophie a précisé qu'elle provenait d'une recherche distincte dans les registres publics. Camille a qualifié la déclaration de simple brouillon. Benoît l'a dévisagé. Il y a un instant, tu as dit que Julien l'avait signé. C'est le cas. Alors pourquoi utiliser un notaire dont l'agrément a expiré? Camille s'est tournée vers moi. Parce que c'est lui qui a organisé ça. Il savait que j'aurais besoin d'une preuve. L'accusation a fusé, mais le doute ne s'est pas dissipé d'un coup. La signature ressemblait toujours à la mienne. La déclaration avait tout de même été intégrée à un dossier de financement lié à ma maison. Benoît a demandé si je l'avais placé là. Je lui ai répondu que le dossier avait été caché derrière mes documents d'assurance, dans un coffre auquel Camille avait accès. Sophie l'avait copié des mois plus tôt sans comprendre de quoi il s'agissait. Camille a rétorqué que ma sœur dirait n'importe quoi pour moi. Quelques invités ont bougé nerveusement. Ils ne savaient plus à quel document se fier. Cette incertitude a été le pire moment de la journée. L'agrément expiré entachait la déclaration,
mais il ne prouvait pas qui avait imité mon nom ou comment la page s'était retrouvée dans le dossier de prêt. Camille s'est immédiatement engouffrée dans cette brèche. Elle a affirmé aux invités que j'avais toujours contrôlé les papiers de la maison. Elle a clamé que Sophie m'aidait à transformer une rupture douloureuse en une vengeance publique. Quelques personnes ont paru gênées, et ce malaise suffisait à maintenir sa version en vie. Camille n'avait pas besoin de prouver chaque élément de son histoire, si elle parvenait à faire passer la vérité pour une simple querelle familiale, elle pourrait s'en tirer avec suffisamment de compassion pour continuer à se battre. L'avocate de Benoît a pris en photo la déclaration et le résultat du registre. Elle a annoncé que le prêteur serait informé et que chaque version du dossier de financement serait conservée. Ensuite, elle a posé la question cruciale, une déclaration d'intention ne transfère pas un bien immobilier. Où est l'acte de vente notarié? Benoît a répondu avant Camille. Il a expliqué qu'elle lui avait assuré que le transfert était approuvé et en attente d'enregistrement. Camille a prétendu que je l'avais retenu. Le père de Benoît, Thomas Hérault, s'est avancé depuis la deuxième rangée. Il m'a reconnu d'une conférence sur la préservation du patrimoine à Lille. En tant qu'expert immobilier à la retraite, il savait que j'étais propriétaire du manoir des Saules avant que Benoît ne rencontre Camille. Il a demandé à son fils si quelqu'un lui avait déjà montré un acte de transfert enregistré. Benoît a répondu que non. Camille a essayé de ramener la dispute sur le terrain de notre relation. Elle a affirmé que nos fiançailles étaient mortes depuis des mois et que j'utilisais des documents pour contrôler les gens. J'ai posé la compte de janvier, le message des faire-part de mai, et l'email de voyage du 6 juin à côté de la déclaration. Ce sont des dates, pas des sentiments. L'avocate a vérifié l'entête de l'email et a confirmé que Camille avait bien contacté le consultant de Lyon. Benoît a contemplé la cérémonie autour de lui comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as construit tout ça autour de son absence. Camille a tendu la main vers lui. Il a reculé, mais l'alliance est restée à son doigt. Elle avait perdu ses certitudes, mais pas encore sa loyauté. Paul-Henri a fermé le livret de cérémonie, sans toutefois annoncer de décision. Les vigiles attendaient près de l'allée. Les invités restaient assis. La fausse déclaration avait affaibli les arguments de Camille, mais n'avait pas répondu à l'unique question qui régissait tout le reste. Camille a semblé s'en rendre compte également. Elle a relevé le menton et a dit à Benoît que, quelles que soient les erreurs figurant dans le dossier de financement, la maison devait de toute façon devenir la leur. Il n'a pas approuvé, mais il n'a pas retiré son alliance pour autant. Pas encore. À qui appartenait le sol sous nos pieds? Sophie a posé le dossier gris devant moi. J'y ai posé la main. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété notarié que je possédais depuis 6 ans. J'ai regardé Camille. Elle se tenait toujours sous ma tonnelle en cèdre dans sa robe de mariée, entourée de personnes à qui elle avait appris à douter de moi. Puis j'ai ouvert le dossier. J'ai sorti l'acte de vente et l'ai déposé sur la table. Mon nom apparaissait comme l'unique propriétaire du chemin des Saules. Les informations d'enregistrement, les déclarations fiscales et les registres d'assurance concordaient tous. L'avocate de Benoît a examiné l'acte de propriété en premier. Puis elle l'a tendu à Thomas Hérault. Il a lu les détails de l'enregistrement et l'a rendu sans faire de commentaires. Il n'en avait pas besoin. Un soulagement visible a traversé mon corps avant que je ne puisse le réfréner. Mes épaules se sont abaissées et le souffle que je retenais s'est enfin échappé. Le papier n'effaçait pas ce que Camille avait fait, mais il mettait fin au débat sur ma légitimité dans mon propre jardin. Le premier vigile s'est éloigné de moi. Le second a appelé son supérieur pour lui signaler que j'étais le propriétaire officiel. Personne ne serait expulsé. Benoît a demandé à Camille où se trouvait son acte de transfert. Elle a regardé vers la maison, puis vers le portail, comme si une réponse pouvait l'attendre quelque part en dehors du jardin. Il n'y en avait aucune. La déclaration pouvait tout au plus suggérer une intention. Elle ne pouvait pas transférer un titre de propriété. Camille avait promis à Benoît un acte qui n'existait pas. Son dernier bouclier aux apparences légales venait de voler en éclats. L'avocate de Benoît a signalé que la déclaration avait déjà été utilisée dans le processus de financement. Camille a répliqué, elle n'a jamais été destinée à être utilisée. Elle a été soumise à un prêteur, a rétorqué l'avocate. Cela signifie qu'elle a été utilisée. Sophie a tendu à Benoît le message concernant les faire-part que Camille m'avait envoyé 6 jours plus tôt. Il demandait quel motif nous correspondait le mieux. Il l'a lu une fois. Puis il a regardé la bague de fiançailles toujours présente sur la main droite de Camille.
As-tu seulement rompu avec lui un jour? Camille n'a pas répondu. Lui as-tu jamais parlé de moi? Encore le silence. Benoît a retiré son alliance en or et l'a posée à côté de l'acte de propriété. Le petit cliquetis a porté plus loin que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Le temps d'une inspiration complète, personne n'a bougé. Camille a fixé l'anneau comme si c'était la première conséquence pour laquelle elle n'avait pas préparé de réponse. Benoît l'a repoussé à quelques centimètres de lui. Il ne l'a pas accusé et n'a pas demandé à la foule de prendre son parti. Ce rejet silencieux était plus définitif que la colère. Puis, Paul-Henri a fermé son livret de cérémonie. Il a annoncé qu'il ne remplirait ni ne soumettrait d'acte de mariage tant que le consentement et une possible fraude resteraient sujets à litige. L'avocate de Benoît a rassemblé des copies des documents de financement. Elle informerait le prêteur et conserverait le dossier. C'était suffisant. Personne d'autre n'avait besoin de juger Camille. Les preuves s'en étaient déjà chargées. Les invités ont commencé à partir. Le quatuor a refermé ses étuis. Les traiteurs ont emballé leurs plateaux. Les demoiselles d'honneur ont retiré leurs rubans. Les gens ont retiré leur croyance en ce mariage, une personne à la fois. J'ai annoncé aux prestataires que l'événement était terminé et j'ai demandé aux invités restants de quitter ma propriété. Camille m'a demandé ce que j'attendais d'elle. La vérité aurait suffi il y a 3 jours, ai-je dit. Ce soir, je veux que l'événement prenne fin. Le dernier invité est parti à 19h18. Des chaises vides couvraient la pelouse et des pétales blancs avaient été écrasés dans l'herbe. Camille a retiré son voile, mais a gardé sa robe. Sophie et Martin attendaient près de l'atelier. Hélène se tenait près de la maison. Camille s'est avancée vers moi en tenant ma bague de fiançailles. Elle a juré qu'elle n'avait jamais voulu que je la prenne de cette façon. Je lui ai répondu qu'elle avait orchestré chaque détail de la façon dont cela s'était produit. Elle a affirmé qu'elle prévoyait de me le dire après mon voyage, quand tout se serait tassé. Après mon voyage, ça voulait dire après ton mariage. Camille m'a expliqué que Benoît offrait un avenir qui semblait certain. Elle a dit qu'elle s'était sentie seule. Je crois que ce sentiment était peut-être réel. Cela n'excusait en rien le fait d'avoir construit une autre relation à l'intérieur de notre maison, ni de m'avoir renvoyé au loin pour la protéger. Elle a admis avoir essayé de garder 2 vies séparées jusqu'à ce qu'elle sache ce qu'elle voulait. Je lui ai rétorqué qu'elle avait voulu les 2, jusqu'à ce que l'une d'elles devienne encombrante. Puis j'ai regardé la tonnelle. La véritable cruauté, ça a été de m'envoyer à Lyon pour que tu puisses épouser quelqu'un d'autre à l'endroit même où je t'ai demandé en mariage. Elle n'a pas répondu. Le silence a semblé plus lourd que la dispute. Camille a demandé à rester dans la maison cette nuit-là. Je n'ai pas prétendu pouvoir effacer 18 mois de cohabitation en une seule phrase. Je lui ai dit que le reste de l'accès et de ses affaires serait géré par écrit. Après cette journée, je n'étais pas à l'aise à l'idée de rester là avec elle. Hélène a proposé de l'héberger, et Camille a accepté de partir de son plein gré avec 2 valises. Avant 21h, la femme que j'avais prévu d'épouser en octobre a quitté le chemin des Saules. Le mariage s'était volatilisé. La maison était silencieuse. J'ai marché à travers les pièces qui étaient remplies d'inconnus quelques heures plus tôt. Un verre à moitié vide trônait près de l'évier de la cuisine. L'un des présentoirs de l'entreprise gisait face contre terre près de l'escalier. J'ai éteint les lumières, une pièce à la fois. J'avais toujours l'acte de propriété, mais je n'avais plus la vie que je croyais qu'il protégeait. Le lendemain matin, l'avocate de Benoît a confirmé que le processus de financement avait été stoppé et que les dossiers contestés étaient préservés. J'ai confié les emails, les fichiers des caméras, la déclaration et les documents de propriété à ma propre avocate. L'affaire a pris des mois. Il n'y a eu aucune scène dramatique au tribunal. Camille a récupéré le reste de ses affaires dans le cadre d'un accord écrit. Je n'ai pas suivi sa nouvelle vie. J'avais déjà passé assez de temps à l'intérieur de la version qu'elle avait inventée. Pendant plusieurs semaines, j'ai évité le jardin. L'entreprise événementielle a retiré les tissus, mais des roses mortes sont restées accrochées à la tonnelle en cèdre. Je pouvais les voir depuis la cuisine chaque matin. Un samedi, j'ai sorti mes outils à l'extérieur. Sophie m'a demandé si je comptais la démolir. Pas exactement. J'ai retiré les roses, desserré les boulons, et descendu chaque planche sur l'herbe. Le cèdre était encore sain. J'ai raboté les surfaces et coupé les extrémités abîmées. Ensuite,
Je me suis servi du bois pour construire une longue table sous les érables. Martin m'a aidé à la poncer. Sophie a choisi 2 bancs tout simples. Au début de l'automne, elle était terminée. La date du mariage d'octobre est passée sans fleurs, ni musique, ni vœux. Je m'attendais à ce que ce jour me brise à nouveau. Au lieu de cela, j'ai ressenti l'effet d'une porte qui se referme après une longue tempête. Je me suis concentré sur mon travail, mais j'ai changé ma façon de vivre autour. J'ai arrêté d'accepter chaque chantier lointain sous le simple prétexte que j'en étais capable. Ce n'était pas un aveu que Camille avait eu raison à mon sujet. C'était la décision de construire une vie que je pourrais réellement habiter. Un dimanche soir d'octobre, Sophie, Martin, plusieurs voisins et quelques vieux amis se sont réunis autour de la table en cèdre. C'étaient les personnes qui étaient restées après que le mariage eut cessé d'être une histoire choquante pour devenir ma vraie vie. Nous avons mangé sous les érables pendant que le soleil se couchait derrière la maison. Personne n'a réclamé les moindres détails. Personne ne m'a dit que j'avais de la chance. Ils comprenaient que découvrir la vérité à temps ne rendait pas la chose moins douloureuse. Vers la fin du dîner, Martin a levé son verre. « Certaines choses valent la peine d'être reconstruites », a-t-il dit. D'autres non. C'était tout. J'ai regardé le grain du cèdre sous mes mains. Les planches portaient encore les marques de leur première utilité. Je ne les avais pas effacées. Je leur avais donné un usage différent. Pendant des années, j'ai cru que la force consistait à sauver tout ce qui pouvait être réparé. La maison m'avait appris la patience. Camille m'avait appris qu'une promesse ne peut pas être reconstruite par une seule personne, pendant que l'autre en retire discrètement les morceaux. Quand tout le monde fut parti, je suis resté à la table sous les arbres. Les fenêtres du manoir des Saules brillaient derrière moi. Sur le papier, la maison m'avait toujours appartenu. Elle était redevenue mon foyer seulement après que la peur, la mise en scène et l'attente se furent dissipées. J'ai pensé à Camille, me demandant si j'étais certain de ne pas rentrer en avance. Elle avait besoin de mon absence pour protéger la vie qu'elle avait choisie sans moi. Par hasard, je lui ai donné la mauvaise réponse. Je ne suis pas rentré à temps pour sauver notre relation. Je suis rentré à temps pour me sauver moi-même.